Dimanche, le 21 juillet, au Téléjournal, ce midi. Une bagarre impliquant une vingtaine de personnes hier soir dans le quartier Villeray se solde par la mort d'un homme de 49 ans. Nouvelle manifestation monstre à Hong Kong. Des dizaines de milliers d'opposants au gouvernement pro-Pékin sortent dans la rue pour un 7e week-end de suite. Et Toronto commémore la tuerie de Danforth qui a fait 2 morts et 13 blessés il y a un an. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Un homme est mort dans une bagarre impliquant une vingtaine de personnes hier soir dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension à Montréal. Et Rémi Authier, l'homme âgé de 49 ans, a succombé à ses blessures pendant la nuit. Que sait-on des circonstances de cet événement? Eh bien, cette bagarre, elle aurait éclaté vers 21 h sur la rue Louis-Aymon, entre la rue Jean-Talon et la rue Bélanger. C'est un témoin qui a fait un appel au 911 pour signaler la bagarre qui impliquait une vingtaine d'individus. On ne connaît pas les motifs pour l'instant de ce conflit et les suspects qui y ont pris part ont pris la fuite avant l'arrivée des autorités. Les policiers, en arrivant sur place, ont découvert 2 hommes blessés qui ont été transportés à l'hôpital. Le premier, âgé de 24 ans, on ne craint pas pour sa vie, même s'il a subi des blessures. L'autre, de 49 ans, était dans un état critique et il est décédé de ses blessures, comme vous l'avez dit, lorsqu'il était à l'hôpital. Écoutons l'agent Julien Lévesque nous parler de la nature des blessures qui ont été infligées. À l'heure actuelle, les enquêteurs de la section des crimes majeurs du SPM sont sur les lieux afin de tenter de comprendre ce qui s'est passé sur cet événement. On parle d'un objet contondant au niveau du haut du corps. Pour l'instant, les enquêteurs sont en train d'analyser la scène et de rencontrer plusieurs témoins. Quand on dit un objet contondant, tranchant, piquant, c'est pas mal le type d'arme. On laisse, dans le fond, les enquêteurs pouvoir déterminer quel genre d'objet qui a été utilisé lors de la commission d'un crime. Et puis, Rémi, c'est le 8e homicide à survenir sur le territoire de Montréal cette année. Exactement, 8e homicide. Mais à titre comparatif, à la fin du mois de juin de l'année dernière, on comptait 12 homicides sur le territoire du service de police de la Ville de Montréal, donc une baisse de 33 % d'une année à l'autre. Pour l'instant, c'est une bonne nouvelle, à tout le moins, quand on considère les tristes événements d'hier. Oui, Rémi Authier à Montréal, merci beaucoup. Après les Forces armées canadiennes qui ont mis fin à leurs recherches, c'est au tour de la Sûreté du Québec de réévaluer ses opérations pour retrouver le président Desser-Savoura et de son fils de 14 ans. L'hélicoptère de la SQ devrait effectuer un dernier tour de piste aujourd'hui si les conditions météo le permettent. La Sûreté du Québec déploiera ensuite ses équipes terrestres et nautiques seulement si elle parvient à recueillir de nouveaux indices. Hier, les Forces armées canadiennes ont annoncé la fin de leurs opérations de recherche aérienne. Le mouvement de contestation à Hong Kong ne s'essouffle pas pour une 7e fin de semaine d'affilée. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre le projet de loi d'extradition vers la Chine, un projet de loi qui a été tabletté par les autorités depuis. Mais la mobilisation s'est élargie pour réclamer la préservation des acquis démocratiques de l'ancienne colonie britannique. Marie-Claude Dupont. Les manifestants poursuivent leur mobilisation commencée début juin pour réclamer l'abandon du projet de loi qui autoriserait les extraditions vers la Chine. Même si le projet de loi a été suspendu, les manifestants veulent son abolition pure et simple et la démission de la chef de l'exécutif, Carrie Lam. Nous sommes déprimés. Le gouvernement ignore nos demandes. Nous devons rester solidaires. Nous devons continuer à nous battre pour ce que nous voulons. Nous sommes des Hongkongais. Nous sommes ici pour soutenir les jeunes, pour leur dire que nous sommes avec eux. La nuit tombée, la police lance des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. Les esprits s'échauffent. La police anti-émeute charge les manifestants. Ils réclament aussi une enquête indépendante sur les cas de brutalité policière lors des manifestations, la libération des manifestants emprisonnés et l'élection au suffrage universel du chef du gouvernement. Des milliers d'entre eux ont protesté devant les bureaux de liaison du gouvernement chinois, une provocation faite aux autorités de Pékin et au gouvernement pro-chinois de Hong Kong. Le mouvement de contestation est nourri par la disparition de libraires dissidents
qui sont ensuite réapparus en prison en Chine continentale. Des leaders du mouvement pro-démocratie ont aussi été emprisonnés. Ici Marie-Claude Dupont, Radio-Canada, Montréal. La tension continue de monter entre l'Iran et le Royaume-Uni depuis que Téhéran a intercepté un pétrolier britannique vendredi. Et Yasmine, des enregistrements, des communications entre le navire et la garde côtière iranienne ont été diffusés. Il s'agit d'enregistrements qui semblent soutenir la position britannique. Et il s'agit d'enregistrements qui ont été finalement transmis par une firme de renseignement britannique qui est basée à Londres, de renseignement maritime qui est basée à Londres. Et les enregistrements ont été rapidement confirmés par le ministre de la Défense britannique. Et comme vous le voyez dans les images derrière moi, la télévision iranienne a diffusé l'interception du navire pétrolier britannique Stena Bulk. À son bord, il y avait 23 membres de l'équipage. Les autorités iraniennes disent que ces 23 membres sont sains et saufs. Et de son côté, le président de la firme de transport maritime pétrolier Stena Bulk a demandé formellement un droit de visite. Alors, sans trop tarder, je vous laisse écouter une partie de cet enregistrement. If you obey, you will be safe. Alter your course to 360 degrees immediately. Over. Bon, et Yasmine, là, les deux parties impliquées dans ce nouveau conflit se renvoient toujours les accusations. Oui, alors le ministre des Affaires étrangères iranien accuse les Britanniques de faire le jeu du terrorisme économique américain. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères britannique, Jeremy Hunt, que vous voyez derrière moi, dit que c'est un acte hostile, parle d'un acte inacceptable. Et certains médias britanniques annoncent également qu'il pourrait y avoir des sanctions britanniques qui soient économiques ou encore diplomatiques. Il faut savoir que le détroit d'Ormuz dont on parle est un endroit vraiment stratégique, large de 40 km et qui permet le transport de 30 % du pétrole mondial. Yasmine Hayat, merci beaucoup. Je vous en prie. Les Ukrainiens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés. Ces élections législatives pourraient permettre au nouveau président Volodymyr Zelensky de renforcer son pouvoir. Depuis son élection en avril, le chef d'État a en effet dû composer avec une assemblée dominée par les partisans de son prédécesseur, Petro Poroshenko. Le parti de Zelensky vient d'être créé, n'a aucun représentant au Parlement, mais il est donné favori de ces élections. Zelensky espère obtenir la majorité qui lui permettrait de tenir sa promesse de renouveler son pays éprouvé par la guerre contre des séparatistes pro-russes. Une cérémonie va se dérouler cet après-midi pour commémorer la fusillade survenue sur l'avenue Danforth dans le quartier grec de Toronto le 22 juillet 2018. Reese Fallon, âgée de 18 ans, et Juliana Kossis, 10 ans, sont morts lors de cette attaque qui a également fait 13 blessés. Mathieu Simard à Toronto, qu'est-ce qui est prévu exactement pour rendre hommage à ces victimes? Bien, la Ville de Toronto a prévu une grande cérémonie ici, dans un parc du quartier grec de Toronto. On se trouve tout juste à quelques pas de l'endroit où le tireur avait ouvert le feu il y a un an. Et lors de la cérémonie, notamment, on va lire à voix haute les noms des victimes. Les gens rassemblés vont ensuite observer une minute de silence. On a aussi prévu toute une portion musicale à cette cérémonie et il y a la lecture d'un poème spécialement composé en hommage aux victimes qui est aussi prévu. Je vous le rappelle, vous le mentionnez en introduction, c'est une fusillade qui a fait quand même plusieurs victimes. 2 jeunes femmes qui ont perdu la vie. Reese Fallon, 18 ans. Juliana Kossis, 10 ans. Il y a aussi 13 autres personnes qui ont été blessées par balle lors de cette fusillade. Des personnes qui, pour la plupart, vivent encore avec des séquelles importantes. Dans certains cas, des séquelles qui seront permanentes. Je vous laisse tout de suite écouter le témoignage d'une survivante, Danielle Kane, qui est récemment retournée sur les lieux de la fusillade. La voici. It was surprising to me. I thought I might feel afraid, but instead I feel stronger. I'm like, you know, I came from there and I was broken and I was like bleeding and broken there, and now I've been put together and I'm on the path to recovery. Et puis Mathieu, il y a un rapport d'enquête publié le mois dernier là, qui a confirmé que le tireur souffrait de troubles mentaux.
Oui, voilà. Faisal Hussein, 29 ans, c'est l'auteur de cette fusillade qui s'est ensuite enlevé la vie. Bien, selon le rapport de la police de Toronto, il avait été diagnostiqué avec des problèmes de santé mentale. Il avait même reçu des traitements pour tenter de contrôler ses problèmes. La police de Toronto nous a aussi dit qu'il n'était affilié à aucun groupe terroriste, qu'il n'avait pas de dossier criminel. Donc, ça aurait été très difficile pour la police de Toronto d'observer des signes précurseurs de cette fusillade. Mathieu Simard à Toronto, merci d'avoir été des nôtres. Je vous en prie. La chaleur accablante sévit au Québec. Une pénurie de sauveteurs force des piscines et des plages à réduire leurs heures d'ouverture. Plus de détails après la pause. En ce temps de chaleur intense où les piscines et les plans d'eau sont pris d'assaut par ceux et celles qui cherchent à se rafraîchir, les autorités doivent composer avec une pénurie de sauveteurs à travers toute la province. Élia Beauchesne, le manque de personnel là est tel que certains petits établissements doivent réduire leurs heures d'opération. C'est le cas ici même, Louis, au camp Port-Neuf à Saint-Raymond, donc près de Québec. Comme vous voyez derrière moi, cette plage-là qui est complètement vide. Alors, la base ici de plein air qui a dû réduire ses heures, on a décidé, on a été forcé en fait de fermer durant les fins de semaine. Alors, c'est la 4e fin de semaine où on n'a pas pu ouvrir au public. D'ailleurs, il y a des dizaines, quelques centaines de personnes qui viennent chaque fin de semaine ici pour profiter des installations, pour se rafraîchir. Et ça a été vraiment un long processus, tenter de recruter de la main-d'œuvre, ce qui n'a pas été un succès. On peut écouter le directeur, justement, sur ce qu'il va faire pour que ça n'arrive pas l'an prochain. Habituellement, un peu comme les moniteurs ou les employés, on recevait quelques CV par année, ça nous permettait de pouvoir faire un choix. Mais maintenant, il faut travailler d'arrache-pied pour préparer des jeunes relèves à l'année prochaine. On sait qu'il y a déjà des jeunes de 16 ans qui sont dans la région, qui aiment déjà un peu le sauvetage, mais il faut les rencontrer, il faut les préparer pour qu'ils soient prêts pour l'an prochain. Élia, comment est-ce qu'on explique cette situation? Mais il y a plusieurs facteurs, mais notamment le fait que la plupart des sauveteurs, parce qu'il y en a beaucoup de formés, on compte des milliers de jeunes partout au Québec qui pourraient occuper ces emplois-là, des jeunes qui terminent l'école avant que la saison commence pour travailler comme sauveteurs. Alors, ils se tournent vers d'autres emplois. D'autres facteurs également, selon la Société de sauvetage. Moi, je l'associe au cycle économique. Lorsqu'on a des conditions économiques telles que présentement, effectivement, on rencontre une difficulté de recrutement à cause de l'embarras du choix. Lorsqu'on est dans une difficulté économique puis que le taux de chômage augmente, là, les gens se rappellent qu'ils ont déjà été sauveteurs. Fait que peut-être que la dizaine d'heures qu'ils ont besoin de travailler pour combler leur manque à gagner leur convient très bien. La situation elle se ressent partout dans les camps, des campings partout dans la province, mais particulièrement dans la capitale nationale. Là, il y a des offres qui sont affichées en grande quantité et on est en situation de plein emploi, il faut bien le dire. Oui, Élia Beauchesne à Saint-Raymond dans Port-Neuf. Merci beaucoup. Au revoir. Une rencontre de médiation est prévue cette semaine pour tenter d'apaiser les tensions à Oka. Un propriétaire souhaite céder un vaste terrain à la communauté autochtone de Kanessetake, ce à quoi s'oppose le maire d'Oka. Pascal Quevillon dit craindre que sa municipalité ne soit enclavée par Kanessetake et a fait référence aux cabanes à cigarettes et aux cabanes à potes. Et cette déclaration a fait bondir le grand chef de Kanessetake qui exige des excuses du maire Quevillon avant de poursuivre toute discussion. Ma collègue Karine Bastien a rencontré le grand chef Simon à Kanessetake. Je fais bien attention. Le grand chef Serge Simon a dénombré environ une vingtaine de commerces qui vendent du cannabis sur son territoire. Certains sont à proximité d'une école, d'une garderie ou d'un centre de désintoxication, ce qui l'inquiète grandement. J'ai vu des jeunes ici, en bas de 18 ans, avoir accès au cannabis encore plus facilement qu'avant. Alors, on a des membres de Ganawagé, Akwesasne, Tayandonera. On ne sait pas qui d'autre est ici en train de marchander le cannabis, mais je suis convaincu que le cannabis qui est vendu ici, une bonne partie ne vient pas des sources légales. Il aimerait que sa population se prononce sur la question. Faute de ressources, explique-t-il, une consultation sur le sujet n'a pas encore eu lieu. Il admet que ces cabanes sont illégales et que c'est un réel problème. C'est la Sûreté du Québec qui patrouille le territoire Mohawk ici, près d'Oka, et elle se dit au fait de la situation. Quelle police? On n'a pas de police ici.
On a la Sûreté du Québec, mais la Sûreté du Québec est prise dans une situation précarieuse parce que la communauté ne lui fait pas entièrement confiance. Je suis content d'entendre qu'il veut réduire le nombre de cabanes de cannabis. Par contre, ça va lui prendre un corps policier quand même important pour pouvoir faire ça. Puis moi, j'ai fait la demande au Comité de sécurité publique avec la Sûreté du Québec, une demande officielle pour que ce soit la GRC qui couvre le territoire de Kanesatake. Le gouvernement fédéral n'a pas voulu commenter la situation des commerces de cannabis ici, en territoire Mohawk. Ici Karine Bastien, Radio-Canada, Oka. Au sport, après la pause, les Canadiennes remportent une médaille de bronze à la natation. On passe au sport en compagnie de Meeker. Meeker, le Canada qui a récolté une très belle médaille de bronze aujourd'hui en Corée, tout juste derrière les Australiennes et les Américains. Oui, le trio de tête était vraiment loin devant la compétition aujourd'hui. Une médaille de bronze à cette compétition au championnat du monde de la FINA qui se poursuit cette semaine avec justement les épreuves de natation. Les Canadiennes ont décroché la médaille de bronze grâce à un record canadien en 3 minutes 31 secondes et 2 centièmes. Le quatuor était composé de Kayla Sanchez, Taylor Rock, Penny Oleksiak et Margaret McNeil. C'est de bon augure pour la suite des choses pour ces 4 Canadiennes. Justement, après la compétition, Taylor Rock et Penny Oleksiak ont répondu aux questions et réagi à cette belle prestation. Yeah, I thought the race was amazing. I mean, there's so many factors and people that contributed to making it such a success, and I'm so proud of everyone. I think every year the team's getting stronger and we're getting faster, but I think it's what we're supposed to do, and we're supposed to keep moving forward, and we are. So I guess we're just on track right now, and hopefully next year we're even better. Précisons que c'était le 4 fois 100 mètres libre. Au Tour de France, aujourd'hui, c'est le Britannique Simon Yates qui a remporté la course à 2e étape de cette compétition. Il a devancé le Français Thibaut Pinot, qui semble être en grande forme, lui, en montagne. Il a dû pédaler assez fort pour pouvoir accrocher la 2e place. Julian Alaphilippe, lui, qui a été largué un petit peu plus tôt dans la course, a quand même gardé son maillot jaune, donc il demeure le leader de ce Tour de France qui va se terminer la semaine prochaine. Et au Challenger de Gatineau, au tennis, Leila Annie Fernandez va affronter une autre Canadienne, Carson Bernstein, en grande finale dès cet après-midi. Elle a profité, Leila Annie Fernandez, de l'abandon hier de Françoise Amanda en demi-finale pour ainsi se qualifier pour cette grande finale. Il faut dire que c'était la première compétition de Françoise Amanda depuis une blessure à l'épaule qui l'a tenue à l'écart du tennis depuis le mois de mars, en espérant que cette blessure ne soit pas trop grave. Shane Lowry est toujours le meneur au Aluminium britannique. Ça se poursuit aujourd'hui avec la ronde finale. Hier, il a égalé un record du parcours en jouant une carte de 63. Il a pris l'avance par 4 coups. Il est présentement 5 coups en avance. L'Irlandais montre un total de 197, moins 16 en fait, après la 3e ronde. Ça va se conclure cet après-midi. There's a deep drop to left field. Get up, Bob. Get out of here. And how about a grand slam for Vladdy Guerrero? And look at the Blue Jay fans. Louis, je voulais absolument vous montrer le premier grand chelem de Vladimir Guerrero hier à Détroit dans une victoire de 7-5 des Blue Jays contre les Tigers. Ça se poursuit, ou plutôt ça recommence cet après-midi, toujours à Détroit. La pauvre petite balle souffre encore. Merci, Meeker. À bientôt. Suzanne, la météo maintenant, je vois toujours beaucoup de rouge sur votre carte. Oui, et il y en a aussi beaucoup là avec cette chaleur accablante. Ça n'a pas changé. Ce qui vient juste d'apparaître, c'est cette veille d'orage violent pour le centre, du côté de Québec, les Bois-Francs et les Maritimes en bonne partie. Alors, ce sera pour l'après-midi et un petit peu à la fin de la journée. On voit déjà là, que c'est en train de bien s'organiser, tout ça avec le rouge. Et ça va être surtout le long de la côte pour le Nouveau-Brunswick, mais la Nouvelle-Écosse aussi,
alors on sera aux prises avec ça. Ailleurs au Québec, ça se dégage. En Ontario, ça va quand même assez bien. C'est moins lourd, mais quand même très humide. Et les régions au nord sont aux prises avec des nuages, quelques précipitations. Il y a une autre bande ici qui s'en vient, qui va déborder. Ah, ça vient juste de se mettre à jour, donc ça rentre un petit peu plus à l'intérieur du côté de l'Estrie et les Maritimes. Alors, on va aller chercher 10-20 mm là-dedans, avec évidemment des températures qui vont se maintenir à un niveau un petit peu plus élevé, mais si on compare avec hier, c'est beaucoup moins. Et pour le début de la semaine, on sera dans le retour des normales saisonnières, les nuages qui vont donc s'installer assez rapidement. Les régions du centre, donc on a le risque d'orage, bien sûr. La Mauricie est exclue. Demain, on aura des conditions un petit peu plus intéressantes. Avec, évidemment, l'orage, ça peut toujours donner un petit peu plus d'accumulation. On l'a vu un peu plus tôt ce matin là, du côté de Montréal. Alors ça, c'est assez difficile à mesurer d'avance. Mais dans l'ensemble, si on est aux prises avec cet orage ou cette bande de précipitation qui va défiler, on parle de 10 mm, à peu près 10-15 mm. Plus à l'est maintenant, aujourd'hui, bon, on se maintient sous les nuages et les précipitations. Ce sera plus intéressant demain. Ennuagement mardi, suivi de pluie. Pour les secteurs plus au nord également, les îles de la Madeleine, quelques petites averses. Demain, ce sera un petit peu plus intéressant. Terre-Neuve, ce sera venteux demain sous la pluie. Pour les Maritimes, donc, on a vu un risque d'orage au cours de l'après-midi, en fin d'après-midi aussi. Demain, beaucoup plus sec, plus calme aussi. Et en Ontario, on a de belles conditions également pour les prochains jours. Alors ça, ce sera assez intéressant. Dans l'ouest, il n'y a pas grand-chose à signaler, à part qu'il y a beaucoup de soleil et des températures qui sont intéressantes. Et c'est beau aussi sur la côte ouest, le nord de la Colombie-Britannique, on a un petit peu plus de nuages et des précipitations. Merci beaucoup, Suzanne. Plaisir. À bientôt. Au revoir. Alors voilà qui conclut ce téléjournal de midi. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Ce fut un plaisir de vous informer. On se retrouve bien sûr cet après-midi sur les ondes d'ici RDI. Bonne journée à notre antenne.